OK, bonjour tout le monde. Merci. Je vais juste ouvrir mon panneau et on va commencer dans quelques secondes. Et voilà. Bon, merci d'être là. Moi, c'est Alistair Gardner. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le copropriétaire avec Exact Nutrition. Je suis avec l'équipe depuis 2 ans. Je suis aussi sur l'équipe Salomon pour Canada. J'ai couru les autres depuis 2011, je pense. Donc, ça veut dire un bon 8 ans que j'ai l'expérience dans la course à pied, la course en sentier et surtout les autres marathons. Je pense que le plus gros défi que j'ai fait à date, c'est probablement le UTMB en 2015. Un beau petit 171 km, 10 000 mètres de vertical et une température de 35 à 33 degrés Celsius pendant la journée. Donc, un beau défi et un lien parfait pour le sujet de l'hydratation. Je pense qu'on va commencer surtout les raisons d'être déshydraté. Donc, on va prendre quelques chiffres de la recherche qui sont faites, des guidelines, des guides qui sont là, surtout en lien avec le Collège américain pour la médecine de sport. Il y a quelques facteurs, mais si on parle directement de déshydratation, souvent on parle d'une perte de poids, probablement dans un effort, pendant l'effort, pendant une journée ou l'équivalent d'un autre marathon. Donc, on voit que juste un petit peu de perte, on commence à avoir soif. Après ça, à 2%, c'est là qu'on commence à voir des effets sur nos performances physiques et aussi la performance mentale. Les deux des facteurs très importants pour le course en sentier, surtout la concentration sur nos pieds sur le parcours. Si on continue à perdre nos poids à cause de la sueur, à cause de la perte de fluide dans notre corps, on continue à 5%, et on commence à perdre nos puissances, on commence à réduire nos VO2 max. Là, parce que ça prend quelques facteurs pour la fournir, comme l'oxygène, l'énergie et l'eau dans le corps, dans le métabolisme. Mais si on commence à avoir moins d'une, mais c'est un facteur direct à l'autre qui est notre rendement. C'est écrit là que c'est réduit jusqu'à 30%. Je dirais que ça, c'est peut-être des facteurs plus extrêmes, pas nécessairement des athlètes qui sont entraînés, mais c'est quand même, il dit que le problème est là. Si on monte ou descend encore à un peu de poids de 9%, on risque d'avoir des étourdissements. Là, souvent avec le sujet de nutrition dans la course à pied ou les autres marathons, le problème de digestion, les nausées, on commence à avoir un impact sur notre cerveau à le point de confusion. Donc, encore un impact direct sur nos performances, encore plus mental que juste physique. À 11%, encore, c'est un risque. Ces chiffres sont sur le monde moyen, donc quelqu'un qui est beaucoup moins actif que nous. Le risque d'insuffisance rénale. Mais là encore, on parle de tout le type de personnes. Mais ça, c'est un point que à renforcer, ça veut dire que l'éducation est très importante. Si nous, comme athlètes, on est tous des athlètes au Canada, veut performer, soit juste pour compléter la course ou performer pour améliorer le temps ou performer pour être sur le podium. Dans tous les cas, l'éducation est assez importante pour la performance. Donc, je vais aller sur le sujet de c'est quoi exactement chaque personne qui perd des fluides par le sueur dans une quantité différente. Comment on peut regarder nous-mêmes, les individuels, puis mieux comprendre notre corps et qu'est-ce qu'on perd pour être capable de remplacer qu'est-ce qu'on a perdu. Je vais donner un exemple de moi. On va suivre les étapes qui sont ici sur le diaporama. Moi, j'ai couru l'été passé dans une journée un peu plus chaude qu'aujourd'hui. Il faisait 29 degrés
même dans l'ombre de la forêt. J'ai fait à peu près 30-32 kilomètres pendant une période de 3 heures de chemin ou de sentier au de C1 ici à Bromont. Pendant ce temps, je mesurais mon poids avant la course. J'ai pesé 160 livres. À la fin, rendu chez nous, après les 3 heures, j'ai pesé 151. Rendu là, j'avais une différence de 9 livres. Pendant ce temps, j'ai bu à peu près 1,3 litres d'eau. Donc, techniquement, j'ai perdu 12 livres à peu près, puis j'ai reconsommé 3 livres en fluide. J'ai aussi considéré que pendant cet effort, j'aurais certainement brûlé, comme Catherine a mentionné, nos réserves de glycogène qui sont développées. On a tout un petit peu, même si c'est pas le réserve est à maximum, et aussi un petit peu de gras, qui pourrait être un équivalent de, dans ces cas, peut-être 1,5 livres. Ça veut dire que pendant ces 3 heures-là, j'avais peut-être perdu 10 livres en total. Donc, si je divise ces 10 livres par le nombre de heures que j'ai couru, qui était 3 heures, là, j'ai rendu à peu près 3 livres par heure, qui est un équivalent de juste, on parle de 1,5 litres de fluide chaque 60 minutes que j'ai perdu. Donc, je prends ce calcul et j'applique ça à un course que je vais faire avec le même type de température, une journée très chaude, relativement humide, comme c'est toujours dans cette période, le mois de juillet. Si on pense plus hurricane, le mois de septembre, ça risque un peu plus froid. Mais on fait ce test pour nous-mêmes. On réalise combien on perd. On peut calculer qu'est-ce qu'il faut consommer pour essayer de garder la même quantité. Rendu là, on fait le test dans des conditions différentes. Ça veut dire que, comme je dis, mois de juillet, quand il faisait 29 degrés dans l'ombre, mais rendu à mois de septembre, peut-être à 6 heures le matin, il fait juste 15 degrés, c'est plus frais. Même mois de mars ou mois d'avril, mois de mai, quand il y a des courses début de saison, peut-être il ne fait pas aussi chaud ou aussi humide. Donc, on peut faire des tests dans des conditions différentes pour mieux comprendre c'est quoi notre perte. Et pourquoi on fait ça? Parce que maintenant, on peut plus être direct sur qu'est-ce qu'on perd au niveau de fluide plutôt qu'assumer de suivre les guidelines qui est de 500 à 1000 millilitres ou un demi-litre à 1 litre chaque 60 minutes. Parce que c'est beau à dire ça, mais c'est quand même un contraste ou créer une différence si on prend juste 500 millilitres, mais puis on court pendant 4 heures, on consomme 2 litres, peut-être on avait besoin de plus. Ou quelqu'un qui consomme, comme moi, peut-être un peu plus. Le 1000 pendant le 4, c'est 4 litres, mais ils sont peut-être pas aussi, quelqu'un qui perd le sueur autant que moi. Donc, ils sont en train de consommer trop de fluide. Donc, avec ce calcul, on est mieux capable de savoir nous-mêmes et la façon que notre corps fonctionne au niveau de sueur. Donc, ça, c'est les fluides spécifiquement. Les fluides ont un lien fort avec les électrolytes. Donc, la question, pourquoi on consomme des électrolytes pendant l'effort? Encore, le sueur, le fluide qu'on perd et une grosse quantité qui est dans le sueur. Aussi, pour mieux absorber le fluide qu'on consomme, ça veut dire que quand on consomme un fluide, là, j'ai juste un verre d'eau, mais un verre d'eau avec des électrolytes va être mieux absorbé dans nos intestins. Même la recherche fait que pas juste l'électrolyte, mais un peu de glucides aussi, la combinaison avec des fluides va mieux absorber encore. Et comme je l'ai mentionné, puis je suis en train de maintenant expliquer, la balance des électrolytes. Parce que là, on perd beaucoup de fluides, on remplace des fluides, le corps est déjà en équilibre dans le système. Et on veut essayer de garder ça pour éviter soit, mais l'expression fameuse, c'est l'hyponatrémie. Ça veut dire on remplace le fluide, mais pas avec quelque chose qui remplace les électrolytes qui sont dedans aussi. Ça veut dire qu'on a dilué les électrolytes dans nos sangs et dans nos cellules dans le corps. Ça, c'est un risque. C'est pas un risque autant que d'être déshydraté. Ça balance les deux bords, mais c'est un risque qui quand même existe. Et j'aurai un graphique tantôt qui va parler de exactement la proportion de monde qui risque d'être dans cette zone et comment l'éviter.
Et le dernier point, un point que moi je trouve assez intéressant, le sujet des crampes. Souvent du monde lien des électrolytes directement avec des crampes. Ça fait la recherche maintenant plus en plus commence à dire que les crampes sont beaucoup plus compliquées que juste ça. Donc on va regarder ça aussi. Bon, le sodium dans le sueur. Dans notre sueur, on a plusieurs minéraux qui existent, incluant le calcium, le magnésium, le fer un petit peu, le potassium. Mais le plus gros, plusieurs chercheurs vont dire que le plus important, c'est le sodium pendant l'effort. Le beau petit graphique à gauche dans vos écrans, ça dit que le moyen du monde perd à peu près 830 mg par litre et ça peut monter jusqu'à 1800 mg. C'est quand même une énorme quantité de sel dans notre sueur, puis ça, c'est par litre. Ça existe aussi du monde qui sont un peu moins, mais des facteurs très importants pour ces variations, c'est peut être l'événement, juste parce que le type d'événement peut décider à quel point on est chaud, mais c'est plus par notre forme physique et l'adaptation climatique. La beau chose avec Arikana en mois de septembre, la forte chance d'être un peu moins chaud que le mois de juillet, mois d'août ici. Donc, au niveau d'adaptation physique, ceux qui habitent dans la région de Québec, qui veut faire ses entraînements ici pendant ces prochains mois, vont être mieux adaptés pour cette période que quelqu'un qui vient d'une région qui est beaucoup plus froid. Et pour eux, c'est relativement plus chaud. C'est pour ça que souvent je trouve des courses début de saison un peu plus difficiles au niveau de gestion de fluide que les autres parce qu'on est moins pratiqué avec l'hiver. En tout cas, on voit avec les graphiques que le moyenne c'est 830 mg. Le Collège américain de sport, de médecine de sport, eux suggèrent souvent 500 à 700 mg dans une boisson. C'est un bon guide. Je pense que la raison que ce guide-là est créé, c'est parce qu'en fait, dans la recherche, eux sont utilisés pour ça. Ça veut dire que le boisson, comme un produit qui était déjà à vendre, est utilisé. Puis c'est ça, ce sodium qui était dans ces produits comparé à l'eau puis comparé à d'autres produits. Mais aussi, on mesure beaucoup le sodium qui est perdu. Puis les autres recherches, ça dit en fait, plus de sodium peut avoir ses bienfaits pour remplacer les électrolytes, juste parce qu'on perd plus que qu'est-ce qui est déjà dans les produits disponibles. OK. Hyponatremie, comme je mentionnais tantôt, c'est assez compliqué mon graphique, donc je vais prendre le temps pour expliquer qu'est-ce qu'on a ici. Si on regarde à gauche, ça c'est la concentration de sodium dans nos sangs. Le mesure c'est mmol, qui est en fait, chaque mol est 23 fois, ou 23e, excuse-moi, de milligrammes de sodium. Donc, techniquement, pour un humain, c'est quasiment comme 23 fois plus. Si on regarde en bas, c'est le changement de poids du monde. Je reviens à mon calcul au début. Si on a quelqu'un qui consomme, si on écoute les conseils de 500 millilitres pendant chaque 60 minutes de fluide pendant l'effort, mais techniquement, c'est une course début de saison qui est assez froide, donc le sueur, on n'est pas en train de perdre autant de sueur, mais la personne va se hydrater. Ça veut dire consommer trop de fluide. Ça veut dire qu'on regarde le changement de poids, le weight change en anglais, que le monde va ajouter de poids. Puis à ce point-là, si ce fluide n'est pas des électrolytes dans une solution, dans une quantité assez suffisante, cette personne-là a le risque de hyponatrémie parce qu'elle va diluer le sodium dans son système déjà. Ça peut arriver aussi le même bas. La personne perd beaucoup de sueur, on prend une journée comme très chaud, la personne consomme beaucoup de fluide, juste de l'eau et pas assez des électrolytes. Cette personne peut quand même perdre de poids, mais à le même temps, vu qu'il n'y a pas assez de sodium dans ses boissons, risque d'avoir l'hyponatrémie aussi. Donc,
une concentration plus élevée dans le sodium, dans le deux bois, dans les deux cas, va réduire ce risque de hyponatrémie, va probablement garder le corps dans une zone plus stable ou en équilibre avec ce qui est l'habitude de le corps. Ou c'est possible que ça peut risquer la hypernatremie. Donc, à ce point-là, des conversations souvent du monde qui sont que les pieds sont enflés, le peau est enflé, on voit autour de nos bas où l'élastique commence à avoir un petit muffin top, un genre de courbe parce qu'on retient beaucoup de fluide puis on consomme un excès de fluide. Donc, on revient à le calcul comme avant. Il faut mieux comprendre la quantité de sueur qu'on perd pour mieux gérer la consommation de fluide pour cette course. Puis encore, il faut laisser dans plusieurs environnements, conditions différents pour mieux comprendre notre corps. Le long de la journée de course, on a plus confiance et qu'est-ce qu'il faut boire pour remplacer qu'est-ce qu'on perd. À ce point-là, il y a aussi beaucoup de recherches faites du monde qui fait des ultramarathons. Et dans les élites, c'était noté que la perte moyenne de ceux qui étaient le plus forts dans la course, dans les élites, surtout le top 10, top 20 places, la perte moyenne de poids était à peu près 3%. À ce point-là, le 3% peut être un facteur de la perte de l'utilisation de la glycogène, toute la réserve glycogène qui est quand même peut-être 500 grammes ou 2000 calories. Ça peut être aussi pour des autres 300, 400, 500 grammes de gras, mais ça peut arriver à peut-être 2 livres, qui fait quand même 1,5 à 2% de notre poids corporel. Donc, si l'autre 1 ou 2% c'est fluide, c'est pas une grosse perte de fluide que cette personne risque de faire. C'est plus quelqu'un qui a mieux géré son consommation de fluide, qui va performer mieux que quelqu'un qui risque de rester léger ou pas boire assez et risque d'avoir des manques de performance. Juste une petite note, si vous avez des questions, en bas vous avez l'option de excusez-moi, je recule, de poser vos questions. Je vais répondre à vos questions dans quelques instants quand j'ai fini cette section. On va prendre regarder ça. Donc, n'hésitez pas d'écrire vos questions là. OK, les crampes. Donc, j'ai la chance avec Exact Nutrition de faire beaucoup des événements, des expos, événements de marathon, des jases avec du monde. Je suis toujours surpris avec la différence de connaissance de soit la nutrition, juste à manger des calories ou consommer des fluides ou des électrolytes. Ça peut tellement varier. Je rencontre du monde qui ne sont jamais mangés pendant les entraînements pour un marathon de 30-35 km. Et on discute le fait de manger des calories pendant l'effort. Ça peut éviter l'expression de frapper le mur, puis garder le réserve glycogène ou ajouter sur le réserve glycogène. Puis c'est la même chose pour les électrolytes. Puis souvent, on dit, mais du monde va parler plus des crampes pendant l'effort et l'effet de consommer des électrolytes va aider. Il y a deux types de crampes, peut-être plus, mais deux types de crampes qui sont plus en plus connus. Si on parle d'une crampe qui est très locale, ça veut dire que, comme le gars dans l'image, spécifiquement dans le mollet, ou une crampe dans un stabilisateur ou quelque chose, surtout la chance dans ces cas-là, c'est que la crampe vient d'une surcharge de travail sur ces muscles, ou peut-être une fatigue musculaire ou neurologicale, plutôt que juste la déshydratation, ou d'être déshydraté. Puis un manque des électrolytes. Parce que la raison qu'on peut voir ça, c'est souvent on peut aller à la gym puis faire des répétitions sur un muscle de 15, 30, 45 fois. On risque d'avoir la même sensation sur le travail sur cette muscle. Puis la façon que ça peut être amélioré, c'est simplement avec un massage. Donc ça, c'est très local pour un muscle. Comment on peut gérer ça? Oui, avec des massages, avec des glaces, avec des étirements des fois sur ces muscles. Mais probablement, si c'est quelque chose qui revient à quelqu'un répétitivement,
un plan d'entraînement de musculation, en fait, c'est ça qui va aider ces personnes plus. Par contre, il y a quand même des crampes liées aux déshydratés. Il y a aussi toujours un facteur qui peut augmenter le facteur de surcharge de travail sur un muscle, qui est un facteur d'électrolyte et d'être déshydraté. Mais plus qu'on nous, c'est un crampe corporel. Ça veut dire que nos muscles en général commencent à sentir mal, commencent à sentir une réduction de mouvement. Nos muscles commencent à se saisir dans notre corps. C'est probablement là qu'on n'est pas assez de fluide, puis il faut penser de nos électrolytes qui sont là pour équilibrer, excuse-moi, anglais, fait une équilibration des électrolytes dans le corps. C'est ça qui est souvent le clé pour mieux performer encore. Donc, pendant nos efforts, nos trainings, souvent, on va cadrer nos entraînements, puis on connaît cette situation. Dans la course, dans le journée de la course, on va commencer à mettre plusieurs facteurs ensemble. On va faire une plus haute intensité pour un plus long temps, possiblement dans les conditions plus difficiles que d'habitude. Donc, on a plusieurs combinations, facteurs ensemble qui vont nous amener d'avoir un surcharge de travail musculaire et d'être déshydraté. C'est pendant nos entraînements qu'on va savoir mieux sur notre corps comment gérer ça. OK. Sur le parcours, Marlene avait parlé un petit peu de Electro 2. J'avais le privilège d'être dans le gang ou fait partie de le développement de le produit. Qu'est-ce qu'on avait vu avec les recherches? C'est potentiellement des chercheuses fameuses, Tom Noakes par exemple, qui écrit le BIB au niveau de recherche pour le course à pied, c'est pour le Law of Running. Lui puis plusieurs d'autres sont souvent parlé des boissons d'électrolytes qui peuvent être 1000 ou 2000 mg de sodium et plus. Je mentionnais aussi de perdre des autres minéraux dans le corps. Donc, pour nous, le défi devient quelque chose qui est potable. Ça veut dire quelque chose qu'on peut mettre dans nos l'eau facilement, quelque chose qu'on peut avoir la balance de goût avec qu'est-ce qu'il faut mettre au niveau des électrolytes. Quand on a une petite tablette comme celui qu'on a fait, qui est supposé aller dans l'eau, puis fondre dans l'eau relativement rapidement, comme dans 3 minutes, il y a des facteurs qui sont très limitants. Donc, nous, on est très, très contents d'avoir créé quelque chose avec autant de sodium, mais avec un goût qui est très facile à consommer même pendant des heures et des heures. Ceux qui font le 125 vont être là pour la nuit et une grande partie de la journée complète. Donc, quelque chose qu'on est confortable à consommer est un surtout au niveau de l'hydratation. Donc, 520 mg de sodium pour un 500 ml, ça veut dire un peu plus que 1 gramme ou 1000 mg de sodium par litre. Au niveau de magnésium, potassium qui est perdu, c'est aussi relatif. Le corps est très bon pour garder les autres minéraux, surtout quelque chose comme potassium qui est très important dans les réactions musculaires et les contractions. Le corps est bon pour protéger ça. Donc, la recherche qui a été faite montrait que pendant le début d'un entraînement où on va créer beaucoup de sueur, oui, il y a des pertes, mais c'est réduit énormément parce que le corps est capable de dire OK, je pense à perdre certains minéraux que je ne veux pas perdre, donc il retient. Il y a aussi des minéraux qui sont juste dans les glandes de sodium, dans les glandes de sueur qui, à ce point-là, vont partir. Donc, au début, c'est un risque que c'est pas des analyses parfaites au début. Souvent, l'analyse après 30 minutes de sueur est faite pour analyser ça, mais des contaminations peuvent exister. Mais le corps, quand même, est là pour réaliser des minéraux importants puis le retient. Par contre, il y a quelques pertes, donc on a le mis. Et sur le sujet si vous connaissez bien les produits de nutrition, on a le E-Meat, qui est un produit haut en fer.
surtout avec notre expérience des athlètes qui ne réalisent pas à quel point le fait est important. Ce n'est pas nécessairement un minéral qui est important pour le journée même. En fait, ça s'applique pas beaucoup. C'est plus dans le sens que pendant des mois, des années d'entraînement, quelqu'un qui fait un travail énorme sur notre corps, l'impact de course à pied, l'impact de le pied à terre, le saut en tout temps, on taxe notre réserve de minéraux beaucoup. Et beaucoup des athlètes endurance, surtout des femmes, mais potentiellement des végétariens, des vegans qui ne gèrent pas complètement la nutrition, des réductions au niveau de fer. Alors nous, on a dit pourquoi pas juste faire un supplément de fer dans nos produits le plus possible pour que ça remplace le fer qui tranquillement va changer pendant 3, 4, 6 mois, pas nécessairement la journée même. C'est quelque chose qu'on assume que quelqu'un va consommer des fluides quasiment tous les jours pendant les entraînements. Donc, ça devient un supplément comme un supplément chaque jour de fer, mais dans une petite quantité. Le vitamine C, c'est un antioxydant et aussi ça aide avec l'absorption de fer pendant l'effort. Et ça nous amène à la fin de mon présentation. Je passe mon temps un petit peu, donc je vais sauter vers des questions tout de suite. Première question, c'est de Serge Landry. Pendant l'effort, est-il conseillé de boire autant d'eau que d'électrolytes, varier la source ou seulement des électrolytes? C'est une bonne question. Il faut regarder globalement qu'est-ce qu'on consomme, soit par 60 minutes ou par litre. Ça veut dire que on va regarder les électrolytes sur des pretzels qu'on mange, le gel que je viens de manger, la boisson d'électrolyte, l'électro 2 qui est sur le Revito, puis on fait une combinaison. C'est là qu'il faut regarder globalement combien de milligrammes de sodium qu'on va avoir consommé, plutôt que dire que ici, j'ai mon 500 mg dans un 500 ml, mais ici, j'ai de l'eau dans 500 ml. Ça veut dire ensemble, c'est 1 litre, mais le total, c'est un équivalent de 250 ml. Ça veut dire qu'on a réduit le sodium. Mais si on a peut-être 2 gels de 250 mg de sodium dedans, qui est équivalent de 500, je pense que les gels qui existent comme ça, c'est fort. Là, on remonte à 2 gels plus 1 litre d'eau totale, mais aussi un total de 750 mg qui approche beaucoup plus les quantités que nous, on suggère au niveau des électrolytes. Donc, j'espère que ça répond à ton question, Serge. C'est aussi une deuxième question de lui. Est-ce qu'il y a un avantage à l'effervescence des tablettes électrolytes? Si je comprends bien ton question, ça veut dire le fait que c'est effervescent. Non, c'est simplement parce que on peut avoir plusieurs formats de nos poudres. Pour nous, on a aussi cherché un moyen facile à porter. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas des pots, c'est un petit pot avec 10 tablettes dedans. C'est facile à mettre dans ton poche, donc facile à prendre une tablette puis mettre dans l'eau. Plutôt quelqu'un qui a beaucoup des sachets, un à la fois. C'est quand il faut ouvrir, tu as beaucoup plus de déchets aussi. Puis nous, on commence, on veut où on peut être plus écologique avec nos matériaux. Donc, simplement, les électrolytes ou les électrolytes, c'est simplement une question de avoir le sodium dans un format ou pas. OK, je pense qu'on a tous les questions que je devrais transférer à Marlène. Non, c'est bon. Fait que, merci à tous. On va passer à le webinaire en anglais. OK, merci. Au revoir.